un peu, par l'exemple de la Nef, comment on peut faire une banque plus éthique. Et donc, il y a plusieurs points. Donc, la Nef, on est une coopérative. Donc, l'idée, c'est que nous, on appartient à des sociétaires. Ça peut être vous, ça peut être voilà, des entreprises engagées. C'est que d'ailleurs, des grands groupes. Enfin, c'est que des entreprises. Enfin, on a 40 000 sociétaires, c'est-à-dire des particuliers et des entreprises qui ont des parts à la Nef. Voilà, donc on ne dépend pas d'actionnaires qui remontent des dividendes ou autres. Et l'idée, c'est que chaque personne puisse voter, il y a une personne, une voix, et que chaque personne puisse voter en AG. Donc ça veut aussi dire que ce n'est pas forcément la personne qui va mettre le plus d'argent, qui va avoir le plus de pouvoir, c'est vraiment une personne, une voix. Et donc, l'idée, c'est que nous, on a un circuit en fait de l'argent qui est un peu, qu'on pourrait qualifier un peu de circuit court, puisqu'en gros, l'idée, c'est que tous nos fonds proviennent d'épargnants, que ce soit des particuliers ou des entreprises, soit via les parts sociales, soit via des livrets. Ça s'ouvre en ligne, voilà, c'est un livret Nef. Et donc, c'est très important parce que ça veut dire qu'on est décorrélé des marchés financiers et qu'on n'emprunte pas l'argent sur les marchés interbancaires. Donc, tout ce qui va être spéculatif ou échange de flux d'argent, voilà, des taux même négatifs ou autres, tout ça, nous, on n'est pas dans ce système-là, on est vraiment dans l'économie réelle, même si après, on soutient beaucoup les monnaies locales, mais bon, notre monnaie, ça reste l'euro, donc on est quand même dépendant, bien sûr, du cours monétaire, quoi. Donc, l'argent, on sait d'où il vient, il est traçable, il provient de l'épargne, quoi. Et l'idée ensuite, c'est que nous, on l'investit que sur des projets d'entreprise à impact. Et surtout avec un souci de transparence qui fait qu'on édite tous les ans la liste des emprunteurs. Donc, nos épargnants, ils savent exactement où est allé leur argent. Ce qui n'est pas forcément effectivement le cas dans les autres banques, puisque les banques ne publient pas leurs investissements. Donc, sur vos comptes, vous ne savez pas exactement où l'argent est allé. Donc notamment sur les comptes courants, ça peut vraiment aller partout, que ce soit dans les énergies fossiles ou dans plein d'entreprises polluantes ou activités spéculatives. Donc ça, c'est le cas dans les autres banques. Et chez nous, vous voyez où ça va, puisque vous avez vraiment la liste des entreprises. Ensuite, nous, on est agréé ESUS, donc c'est un agrément de l'économie sociale et solidaire avec pas mal de directives, voilà, pour que les choses de façon plus éthique, et notamment effectivement on a un rapport des salaires qui va de 1 à 5, c'est-à-dire la personne qui gagne le plus d'argent à la Nef ne gagnera pas plus de 5 fois plus que la personne qui en gagne le moins. Donc voilà, il y a vraiment un souci de transparence et qu'on puisse voir où va l'argent. Ce qui est aussi original à la Nef, c'est qu'on a 300 sociétaires bénévoles. Donc là, c'est vraiment des sociétaires qui s'investissent pour la Nef, qui nous représentent, que ce soit dans des festivals, dans des événements écologiques, mais aussi qui créent un réseau. Parce que l'idée, c'est que nous, notre siège est à Lyon, mais ensuite on est répartis sur toute la France. On n'a pas forcément d'agence. On a un banquier par région, quoi, à peu près. Il y a des régions qui ne sont pas couvertes. Et l'idée, c'est que pour mailler le territoire, on fait beaucoup appel à nos sociétaires actifs qui sont dans les réseaux d'entrepreneurs sociaux ou autres et qui vont nous présenter des emprunteurs, présenter la Nef aussi. Donc c'est ça qui nous permet en fait de toucher un maximum de personnes, puisque finalement, actuellement, on a plus de fonds on est toujours en recherche de projets parce qu'on a plus de fonds à investir que de fonds investis. Et ça, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre de absolument toutes les banques éthiques et même les nouvelles plateformes éthiques qui se créent. C'est que, bon, c'est aussi une question d'effectifs. On n'est pas toujours assez nombreux pour monter toutes les demandes qu'on nous adresse. Mais c'est aussi l'idée qu'il faut trouver des projets éthiques, des projets viables. Ce n'est pas forcément évident. Voilà. Surtout au niveau de la viabilité. Du coup, je vous parle de viabilité, mais ce qui est quand même super à la Nef, c'est que 50% de nos financements, ce sont des créations. Et on a un taux derrière d'incidents qui est assez faible, qui est inférieur à 1%. Donc ça veut dire que malgré le fait qu'on prend pas mal de risques, on arrive quand même, on n'a pas tant que ça de société en redressement ou autre, quoi. Donc ça se passe plutôt bien. Ensuite, on est répartis entre trois secteurs d'activité. Donc c'est l'écologie, forcément, avec tout ce qui va être bio, qui va être énergie renouvelable, etc. Le social, avec l'insertion, les espaces de coworking, mais aussi tout ce qui va être habitat solidaire. Et enfin, le culturel.
Et donc, sur le culturel, on ne regarde pas forcément si le bon. En général, il y a quand même une dimension environnementale, mais pas forcément. On a conscience du fait que c'est des secteurs, notamment la librairie, qui sont très durs à financer, et donc, parce que les autres banques refusent. Et donc, du coup, nous, on y va. En général, ça se passe bien. Voilà, donc depuis la création, on a financé 5000 entreprises. Voilà, là, c'est un petit exemple des entreprises qu'on a financées. Donc, on travaille beaucoup avec la Fondation Abbé Pierre sur des logements solidaires, Biocop, puisque c'est intéressant de savoir que Biocop, c'est un réseau de bio indépendants. Par exemple, les réseaux comme Naturalia ou BioCéon, en fait, sont pas indépendants. Ils appartiennent à des grands groupes style Casino, tout ça. Voilà, le groupe Phoenix qui fait de la récupération de déchets, Grabs qui est une appli, Enercom c'est de l'énergie renouvelable, le Réchaud c'est une association qui travaille avec des réfugiés, et Rue de l'Échiquier c'est un éditeur qui fait des livres voilà, autour de l'économie sociale et solidaire, de la culture. C'est vraiment une super. Moi, j'aime beaucoup le passage. Je vous recommande de l'échiquier parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de réflexions sociales, mais ils ont aussi plein d'ouvrages très ludiques, de bandes dessinées. Donc, pour vos cadeaux de Noël, n'hésitez pas. Voilà. Ça, c'est un spectre des clients, des emprunteurs de la nef. Ensuite, là, on va passer à la partie où je vais peut-être plus vous expliquer ce qu'attend une banque quand vous lui présentez un dossier. Mais peut-être en attendant, je peux quand même vous proposer déjà de me poser, si vous avez quelques questions sur l'environnement bancaire, voilà, allez-y, posez-les-moi tout de suite. Si, J'aimerais savoir, alors c'est peut-être un sujet qui va être abordé plus tard, mais est-ce que comme les autres banques, il y a le même principe d'un apport personnel, il y a le même principe, tout ce montage de dossier, etc. Mais j'anticipe peut-être sur le reste ouais, c'est ça, c'est ce de qu'on la va voir, présentation, peut-être. tout à fait. C'est dans la partie anticipée. Là, c'est plus si vous aviez des questions sur les banques éthiques, la façon, enfin, je sais pas, les monnaies locales. Enfin, après, j'ai pas réponse à tout, hein, mais le début de présentation a échoué. Christian qui a levé la main. Oui. Moi, j'avais une question. Comparé, par exemple, à des banques mutualistes comme le Crédit Mutuel, comment est-ce que vous différenciez? En fait, toutes ces banques mutualistes, elles appartiennent aussi à des groupes, en fait. Alors, le Crédit Mutuel, mais par exemple, chez l'exemple du Crédit Coop, ils appartiennent au groupe BPCE, donc finalement, ils sont reliés avec d'autres grosses banques spéculatives, quoi. Le Crédit Mutuel, c'est un peu pareil, ils appartiennent à des grands groupes. C'est ça la différence, c'est que nous, on est indépendants, et puis eux, ils empruntent sur les marchés interbancaires. Ce que vous ne faites pas. Non, c'est ça. Nous, l'épargne, tous les fonds qu'on investit, ça provient que d'épargne. Donc, on n'est pas dans tout ce qui est spéculatif. Et puis eux, derrière aussi, après, ils investissent dans plein de fonds, enfin voilà, dans du spéculatif, quoi, dans les marchés financiers, etc. Qu'à la nef, nous, on n'investit rien dans les marchés financiers. D'accord. Voilà, c'est ça la différence. Si vous voulez creuser, vous tapez, il y a apporter une petite précision, si tu veux. Vas-y, oui. La plupart des banques, elles ont des banques d'investissement, généralement avec des gestions de fonds. Ouais. Le Crédit Mutuel, ils sont FCIC, par exemple. Enfin, toutes les banques, en fait, elles sont assez centralisées au niveau global du marché. Et du coup, elles font rarement que de la banque de réseau. Souvent, elles ont leur banque d'investissement et tout ce qui est gestion qui est fait par un pôle. Et après, la banque vraiment de réseau qui fait la partie prêt, placement, etc., où vous avez des commerciaux. Mais en tout cas, à la nef, de ce que je comprends, il n'y a pas cette partie-là. Il y a juste éventuellement un adossement sur une petite partie parce que pas le choix pour être aussi un acteur bancaire aujourd'hui et avoir des garanties bancaires nécessaires. Mais sinon, il n'y a pas d'investissement dans le tel, enfin, ce que tu disais d'aller chercher auprès d'investisseurs en direct institutionnel ou autre, c'est plus du placement en tant que tel direct, quoi. Je veux dire, dans les. En gros, vous n'avez pas de fonds d'investissement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nous, on n'a pas de fonds Alors que d'investissement. toutes les autres banques auront des fonds d'investissement. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Ouais, il y a les séparations entre la banque de réseau et. Mais bon, ils investissent quand même les fonds de la banque de réseau. Ensuite, derrière, effectivement. Via la banque d'investissement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, que nous, on n'a pas ça en fait. On a vraiment juste. C'est hyper simple en fait. La nef, c'est vraiment pas de la finance très complexe, quoi. C'est vraiment.
de l'épargne, hop, des prêts. Voilà. Après, ce qui est un peu plus complexe, c'est effectivement d'évaluer les dossiers, mais ça s'arrête là. C'est voilà, c'est assez simple à comprendre, quoi. C'est clair. Voilà. Vous voulez qu'on C'est de passe... l'épargne. Oui. Pardon, excuse-moi. C'est de l'épargne de particuliers, c'est de l'épargne particulier entreprise. C'est qui sont les épargnants? C'est quoi le profil des C'est ça. épargnants? Les profils épargnants, c'est on en a une 30 000, on a à peu près 30 000 livrets qui sont ouverts. Donc c'est n'importe qui, des particuliers, quoi. Pas n'importe qui du coup, mais des particuliers qui ont ouvert un livret à la nef. Voilà. Donc c'est assez hyper simple à faire. Vous pouvez le faire en ligne. En fait, c'est toute personne qui veut donner du. En fait, il y a plein de personnes qui veulent donner du sens à leur épargne. Ils ne souhaitent pas que leur épargne soit dans les banques pour diverses raisons, notamment l'absence de transparence. Et du coup, ils transfèrent, ils ouvrent un livret à la nef, quoi. Puis après, ça fonctionne comme un compte normal. Enfin, vous pouvez faire des virements vers votre compte de fonctionnement, tout ça. Actuellement, à la nef, on n'a pas encore de compte bancaire pour les particuliers pour des histoires d'agrément qu'on n'arrive pas à obtenir. Est-ce que vous prêtez donc à des startups qui lancent leur activité ou il faut avoir déjà une ancienneté en termes de création? Alors, on finance des entreprises en création, on finance des startups qui nous présentent même des modèles économiques déficitaires, mais après, avec le respect, et donc c'est ce qu'on verra après, le respect de certains ratios forcément. Et aussi, en fait, comme on est, en fait, on y viendra plus tard, mais en gros, l'idée, c'est qu'une banque, et ça, c'est nous, on est pareil que les autres là-dessus, finance quand même avec des perspectives de chiffre d'affaires un peu avérées. Donc après, je vous dirai dans les détails justement ce qui peut être un justificatif de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire, nous, on finance des sociétés en création, mais on ne va pas financer une entreprise qui a une idée et qui va nous demander, par exemple, de financer du développement ou de l'amorçage. Et donc, c'est vrai que sur les startups, il y a souvent déjà un carnet de commandes ou un début de chiffre d'affaires via, par exemple, du crowdfunding ou autre. Je vais le détailler, c'est la partie justifier son prévisionnel de ma présentation. Je vais vous expliquer les différentes façons de pouvoir prouver à votre interlocuteur bancaire que vous avez du chiffre d'affaires. Mais en tout cas, voilà, faut qu'on ait même si c'est en création, il faut qu'on ait une visibilité sur ce qui peut tomber, quoi. Bien, merci. Donc là, vous voyez plutôt comme une banque qui suffit à l'entreprise ou plutôt une banque complémentaire aux autres banquiers? Oui, complètement. Aujourd'hui, on est une banque secondaire. Donc, sur la banque, en fait, nous, on est vraiment spécialisé dans les crédits parce que les autres banques n'ont pas forcément le temps de monter des crédits ou une appétence. Quoique maintenant, ça se développe beaucoup, c'est devenu très à la mode, mais il y a 40 ans, quand on a démarré, ça ne l'était pas. Les banques n'avaient pas d'appétence, en fait, pour tout ce qui était écologique, bio, innovant et tout ça. Et nous, on venait se positionner là-dessus. Après, il y a aussi, sur le crédit, souvent, ils sont même contents en fait qu'on prenne en charge la partie crédit. Après, comme nous, nos comptes aujourd'hui sont les comptes pro, on en a, mais on peut faire que des virements avec. Donc, en général, on est une banque secondaire. Et effectivement, malheureusement, l'entrepreneur est encore obligé d'avoir une banque classique comme banque de flux, quoi. D'accord. Pour ceux qui rêvent de se débarrasser de leur banque pour la nef, c'est pas la… C'est possible si vous avez… Mais non, mais c'est une bonne question. Mais c'est possible si vous avez une entreprise de service, par exemple, et que vous faites que des virements du prélèvement. Mais si vous encaissez de l'espèce, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de commerces, ça n'est pas possible. Ah oui, et dernier point, on n'a pas l'agrément sur les chéquiers et les cartes. Donc c'est ça aussi, on peut encaisser des chèques, mais on ne pourra pas vous donner un chéquier, on ne pourra pas vous donner une carte bancaire. Pour l'instant. Ça fait effectivement, là, je pense qu'effectivement, ça commence à devenir intéressant d'avoir une banque… Ok. En plus, ouais, mais après, moi j'ai quelques entreprises qui font que du service, ils utilisent leur carte bancaire personnelle, ils se font des notes de frais, mais voilà, c'est sur la petite structure, ils n'ont que nous. Oui, c'est pas faux. Et puis après, on fait notre frais, on fait un virement. D'accord. Ouais, mais bon, non, mais l'espèce, on ne l'aura jamais parce qu'on n'a pas d'agence, donc on n'aura jamais de possibilité de déposer d'espèces. Mais en revanche, l'objectif à 2 ans, là, c'est de finaliser les agréments et de enfin avoir ceux de la carte et du chéquier pour effectivement pouvoir être des banquiers principaux de certaines structures. Voilà. Vous voulez du coup, je peux entamer la partie sur les dossiers de financement, si c'est ça qui vous intéresse.
Donc l'idée, voilà, c'est que dans le dossier de financement, pour moi, il y a un peu deux étapes. Alors là, mon slide, c'est plutôt quand même axé création, mais je pense que vous y retrouverez quand même des idées. Donc, et après, financement et études, là, c'est pas axé création, ça concerne tout le monde. Donc, ce que j'appelle création, c'est création d'entreprise. Donc l'idée, c'est que dans le financement, pour moi, il y a quand même deux temps. Il y a effectivement un temps avant le dossier. Donc ce que j'appelle le dossier, c'est quand vous avez tout, quoi. C'est-à-dire vous avez votre prévisionnel, votre présentation qui est prête. Enfin, vous avez tous les éléments. Vous savez qu'on va vous demander. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, le principal, c'est le prévisionnel. Au niveau financier, c'est le prévisionnel et le plan de financement. Ensuite, souvent, la plupart des emprunteurs, ils ont aussi une présentation. Mais si vous existez déjà, votre site internet suffit, quoi. Mais si vous êtes en création, c'est bien d'avoir bossé, d'avoir vraiment une belle présentation. Moi, des fois, je reçois des dossiers, même à un magasin vrac, dans une petite ville, qui va me présenter un dossier hyper bien présenté, avec l'emplacement, des plans d'emplacement, le logo, etc. Donc, souvent, maintenant, les gens, ils bossent vachement leur présentation. Donc, si vous êtes en création, c'est important de pouvoir présenter une espèce de document PDF de 5-6 pages, voire beaucoup plus, avec une mini-étude de marché, un prévisionnel, etc. etc. Donc, c'est des documents que vous pouvez faire vous-même en incubateur. Je ne sais pas, Make Sense doit vous faire travailler là-dessus, je suppose, ou même avec la BGE, voilà, qui est, ça appartient à l'État et ça peut vous aider. Voilà, les boutiques de gestion, si vous n'êtes pas à Paris, etc., qui peuvent vous aider à monter les dossiers pour avoir un dossier propre. Mais avant ça, donc avant le dossier, ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez déjà un peu avancé, mais on va dire que vous n'avez pas encore vos prévisionnels, si c'est un fonds de commerce, vous n'avez pas encore vos locaux, etc. Ça peut être intéressant d'avoir donc des rencontres informelles avec votre banquier. Donc ça peut se faire. Soit, là je parle en général et pas forcément que de la nef, ça peut être, vous allez voir votre banquier pour votre compte particulier et vous commencez déjà à évoquer le sujet avec lui, comme ça au moins il vous connaît. L'idée c'est d'être déjà dans les petites tablettes du banquier pour que quand vous arrivez, vous ayez déjà pris de l'avance. Après, ça peut être, vous pouvez, par exemple la nef, l'idée pour nous contacter, c'est de nous contacter par le fichier de demande en ligne. Et vous pouvez au moins nous contacter avec quelques infos et en disant, voilà, nous, on est assez sélectifs parce qu'on ne prend que des entreprises à impact. Donc, vous pouvez nous contacter en nous disant, déjà, je voudrais voir, avant de vous présenter un prévisionnel, si je suis éligible. Et du coup, ça permet déjà d'avoir un banquier qui a un peu vu votre projet, vous l'avez expliqué en quelques lignes. Et du coup, ça nous permet un peu de voir, au moins qu'on ait en tête que vous existez, que vous êtes là, même si en fait le projet ne revient que 6 mois, 1 an après, vous êtes déjà là-dedans, quoi. Il y a aussi plein de rencontres d'entrepreneurs, que ce soit effectivement avec des modèles de Make Sense, où vous savez, vous pitchez vos projets, et là, il y a des investisseurs. Il y a les canaux à Paris aussi qui font des… Je ne vous ai pas posé la question, d'ailleurs, vous êtes tous à Paris ou pas du tout? Pas du tout, ouais, voilà. Donc, sans rester sur Paris, je pense qu'il y a pas mal vous devez connaître, il doit y avoir pas mal de moments de rencontres entre entrepreneurs, de moments où on pitch ou autre, où on peut déjà être en contact avec un banquier, quoi. Et de la même façon, si vous êtes dans un incubateur, eux, je pense qu'ils ont des liens et qu'ils peuvent vous connecter déjà avec des banquiers professionnels qui peuvent s'intéresser au projet. Donc, même s'ils ne vont jamais vous donner un accord ou étudier le dossier avant d'avoir le dossier, c'est déjà bien de se faire un peu connaître, quoi. Voilà. De la même façon, c'est pas mal. Ce qui est important, c'est d'avoir un réseau de partenaires, en fait. Donc, que ce soit les réseaux d'incubateurs, mais aussi des personnes qui font le même type d'activité que vous, qui sont des fournisseurs, par exemple. C'est bien quand vous vous présentez à une banque, de déjà connaître vos fournisseurs, de connaître d'autres personnes de votre écosystème, d'avoir, je ne sais pas, c'est très vaste, quoi, mais de pouvoir dire, on travaille déjà avec telle ou telle personne, on a été incubé là-bas. Si c'est pour l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment ce qu'on regarde en premier, en fait. Parce que moi, c'est vrai que je vous avoue que la plupart des dossiers que je reçois, sauf les fonds de commerce où là, ils arrivent, par exemple un restaurant ou un café éthique ou un tiers, mais encore je prends les tiers-lieux, il y a des réseaux. Et tout ce qui va être restaurant ou lieu associatif et tout, ils n'ont pas forcément un réseau dans l'économie sociale et solidaire. Ils viennent avec leurs projets et moi, je vais regarder leurs fournisseurs pour voir s'ils sont éthiques. Et sinon, en général, les autres ont tous déjà un réseau, quoi.
Si c'est un café associatif, ils connaissent déjà toutes les associations du quartier. Enfin, c'est important de montrer que vous êtes déjà inséré enfin voilà, que vous avez déjà des contacts. Ça peut être, je sais pas, par exemple, j'ai financé Etikado, là, c'est la carte cadeau éthique. Eux, ils avaient déjà, c'est une SIC, donc ils avaient déjà dans leurs associés, ils ont déjà d'autres plateformes éthiques, je crois qu'ils ont Emmaüs dans leurs associés, ce genre de choses, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir déjà un réseau, de pouvoir un peu nous dire, nous, on n'existe pas, mais on connaît telle ou telle structure et on fait telle ou telle action avec eux, quoi. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir déjà des réseaux sociaux, notamment, je sais pas, un Instagram par exemple. Sur la restauration, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est quelque chose que je regarde. Des fois, il y a des structures qui arrivent, ils ont même pas encore ouvert leur restaurant ou créé mais n'importe. D'ailleurs, c'est pas que restaurant, mais tout quoi, ou créer leur start-up, ou ils n'ont pas vraiment lancé leur activité. Mais ils ont déjà, je ne sais pas, des milliers d'abonnés sur Instagram parce qu'ils ont réussi à faire du community management, à faire des posts qui interpellent, faire des activités. C'est quelque chose que je peux regarder. Ça peut être intéressant d'avoir déjà développé une présence sur les réseaux sociaux, même sans avoir forcément un produit déjà en vente, quoi. Et ensuite, c'est vraiment ça, peaufiner son expérience. Et surtout dans les cadres des reconversions, c'est hyper important d'avoir obtenu des diplômes, même des diplômes rapides, hein, des CAP ou des mises à niveau, mais dans le domaine qui vous intéresse. Si à l'inverse, vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans la fabrication, dans la production, c'est bien d'avoir été suivi à la BGE ou autre, d'avoir fait une petite formation de gestion, quoi, pour qu'on puisse être sûr que vous pourrez après suivre au moins vos comptes, quoi, et avoir des logiques de trésorerie et de gestion de la trésorerie. Et on regarde beaucoup les stages aussi. Donc, c'est important. Alors, les stages, si vous êtes en reconversion, c'est hyper important. Vous voulez ouvrir un magasin bio ou une épicerie, d'avoir au moins passé un mois. Vous avez fait une formation qui vous permettait d'être éligible pour faire un stage, par exemple, du coup d'avoir fait un mois de stage, entre guillemets, dans un magasin vrac, une épicerie, enfin voilà, si vous créez une start-up dans un domaine particulier, c'est bien d'avoir déjà une expérience professionnelle là-dedans. Enfin, c'est important de s'être déjà constitué une expérience, quoi. Ça peut être de la librairie, vous avez pareil fait un stage dans une librairie. Enfin, c'est important d'avoir passé un mois avec toute activité, quoi, à être bras droit, petite structure ou etc. Mais d'avoir déjà une expérience. Donc ça, c'est vraiment des choses qui se font en amont dans la préparation du projet, avec tout ce qui va être de l'ordre du design thinking ou des réflexions du projet, etc. Bon, ça, voilà, on va avoir bien préparé son projet, mais ça, on le voit dans le dossier, mais en tout cas, c'est vraiment des points où on va vraiment être attentif, quoi. Je me souviens d'un rendez-vous avec justement une structure qui faisait de l'insertion et de la cuisine, et elle m'a parlé de tout son projet, c'était génial, elle avait déjà fait plein de choses. Et en fait, pendant les trois quarts d'heure, elle me parlait de son projet. Moi, je me disais, ouais, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait de l'expérience en cuisine. Mais j'étais un peu, faut voir et tout, alors qu'elle avait déjà fait plein de choses. Et à la fin, je lui pose la question de l'expérience en me disant, vous savez, il y a quand même des protocoles. Et là, en fait, je comprends que la fille, elle est chef depuis 5 ans, que tout le monde est chef, que tout le monde gère super bien sa marque. Mais juste, ça n'avait rien changé, on a financé, mais elle ne me l'avait pas dit au début. Donc, c'est hyper important de mettre en relief dans l'entretien votre expérience, vos partenaires, voilà, etc. et votre réseau. Et du coup, après, il y a la seconde partie qui est l'étude du dossier. Donc là, il y a plein de tests à nous fournir. Voilà, le banquier vous fera la liste des pièces. Et donc, c'est là qu'on arrive effectivement au fait que nous, on n'est pas des business angels, on n'est pas la BPI, on travaille, que ce soit nous, je dis les banquiers en général, quoi. On n'est pas un fonds d'amorçage, innovation, etc. Donc, on a besoin d'avoir une visibilité sur le chiffre d'affaires. Donc, ça peut être, vous vous installez quelque part, c'est la zone de chalandise. Donc là, c'est faire un comptage, compter les gens qui passent devant la zone, avoir regardé votre concurrence, etc. Et qu'on puisse se dire, ouais, ça, c'est une bonne zone de chalandise, ça va marcher, quoi. Ça peut être ce qui s'appelle des lettres d'intention. C'est-à-dire, si vous faites du service, avoir des entreprises, je sais pas, vous faites de la formation RSE auprès de grandes boîtes,
sais pas, vous êtes un ancien d'une grosse entreprise, vous avez un gros réseau, vous allez faire de la formation RSE ou je dis n'importe quoi, mais auprès d'une grosse boîte, bah, c'est important d'avoir déjà des lettres d'intention des services concernés de ces boîtes qui disent, de ces entreprises qui disent oui, moi, si la société se crée, je suis prête à travailler avec lui, avec elle, etc. quoi. Donc ça peut être effectivement la lettre d'intention. Déjà un chiffre d'affaires fait par du crowdfunding. En général, pour tout ce qui va être vente de biens, bah, ça peut être effectivement, j'ai fait un crowdfunding, par exemple à la Nef, on a Zest, qui est un service de crowdfunding assez efficace qui fonctionne comme KissKissBankBank. Voilà, sauf que c'est à la Nef et du coup c'est diffusé partout, mais aussi auprès des personnes de tous nos sociétaires, donc ça peut être intéressant. Et du coup, en tout cas, d'avoir fait un crowdfunding et de dire, bon, bah, moi, j'ai déjà fait 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires sur le crowdfunding. Quoi. Donc ça, c'est hyper rassurant. Ouais, voilà, vous pouvez vous lancer en société, mais avant, vous étiez indépendant. Donc, idem, on a déjà un chiffre d'affaires. Voilà, par la suite, on va venir sur vos cas personnels. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose auquel je n'ai pas pensé, mais je pourrais vous dire si ça peut être utile. Donc, voilà, justifier son prévisionnel. Idem, il y a votre situation personnelle. C'est très important d'avoir anticipé comment vous allez vivre pendant les 2 premières années d'exercice. Est-ce que vous êtes au chômage et vous avez le chômage? Quelles sont vos charges? Que ce soit clair, que le banquier ne se dise pas mais en fait, cette personne elle va pouvoir subvenir à ses besoins sur les 2 premières années. Elle ne se verse pas de salaire, mais en même temps, elle n'a pas de chômage, ou il n'a pas de chômage, pas d'économie. Donc, c'est hyper important d'avoir bien réfléchi à votre situation personnelle et familiale et comme vous allez tenir au début, s'il n'y a pas de prévision de chiffre d'affaires, un truc important au début. Et ensuite, voilà, il y a la partie sur les fonds propres. Donc là, c'est un très vaste sujet. Mais en gros, l'idée, c'est que quand on finance une structure, la banque, on a un plan de financement et nous, il y a des investissements corporels, de la trésor, des investissements corporels, tout ça. Et l'idée, c'est que les fonds propres, ça doit faire 30%. Enfin, c'est pas un ratio, voilà, chacun a le sien, mais en général, c'est entre 20 et 30% du budget total. Et donc, les fonds propres, c'est les prêts donc c'est votre apport en capital, mais pas que. Ça peut être les prêts d'honneur, ça peut être du crowdfunding, ça peut être des business angels, effectivement, ça peut être une subvention de la BPI. Enfin, c'est très large. Ça peut recouvrir beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est pas du prêt bancaire, c'est pas des fonds à rembourser rapidement, quoi. C'est des fonds où vous avez souvent un différé très long de 2, 3 ans, voire 5 avant de rembourser. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait ça. En fait, je pense que le plus simple, c'est que nous, à la Nef, on a un podcast qui s'appelle Prêt à tout. Du coup, c'était un peu dans les... Il y a vraiment un épisode dédié aux fonds propres. Donc, vous tapez Prêt à tout, la Nef sur Internet. Je vous invite vraiment à l'écouter parce qu'on détaille précisément toutes les sources de fonds propres et on donne les noms des structures, etc. Donc, ce sera plus clair. En gros, l'idée, c'est ça. Enfin, après, je réponds à vos questions. Et après, il y a le calendrier. Donc, je pense que le dossier, dans toute banque, il faut vous présenter au minimum 3 mois avant le décaissement. Et ça dépend, et encore, ça dépend de l'ampleur du dossier. Mais disons que ça prend le temps que votre conseiller retravaille avec vous les chiffres ou autres, que vous fassiez des allers-retours sur l'étude du dossier. Après, ça peut prendre 2 semaines. Ensuite, qu'il le présente en comité, ou des fois, il y a des dates. Ça peut être 2 semaines. Par exemple, à la Nef, jusqu'à 250 000 euros, le dossier peut prendre 2-3 semaines. Et au-dessus de 250 000 euros, en fait, nous, on est indépendant. C'est quelque chose que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais on est adossé au Crédit Coop, justement, pour les agréments. Du coup, on n'appartient pas au Crédit Coop, mais simplement au-dessus de 250 000 euros, on remonte nos dossiers chez eux. Donc, ça reprend 10 jours. Donc, vous voyez... un accord chez nous, ça peut prendre de 2 semaines à 1 mois et demi, quoi. Je pense que c'est partout pareil, entre les congés des banquiers, l'indisponible, enfin vraiment, l'accord, ça peut prendre jusqu'à 1 mois et demi. Et derrière, il y a toutes les parties contrats, administratifs. Vous, si vous êtes en création, il faut déposer votre cabis. Ça peut prendre 1 mois pour avoir un cabis à Paris, c'est très long. Là, pour le coup, je cite Paris comme le mauvais élève et pas comme un exemple. Parce que c'est vraiment, Paris, c'est très long. Alors que je trouve qu'ailleurs, ça va quand même plus vite, quoi. Mais ça peut prendre jusqu'à 1 mois pour le cabis. Donc, tout ça fait qu'entre le moment où vous voulez les fonds et le moment où vous déposez votre dossier complet, il faut compter 3 mois, quoi. Ce que je vous propose, je vais vous présenter rapidement les financements qu'on propose à la Nef,
ça vous permet aussi de découvrir les financements bancaires, parce qu'il y en a beaucoup, c'est les mêmes que dans les autres banques, enfin avec pas du tout la même éthique derrière, mais en tout cas au niveau des modalités, ça y ressemble. Et ensuite, on peut prendre du temps pour que vous me posiez vos questions. Et ce qui peut être super intéressant, c'est que vous me disiez un peu de façon transparente, peut-être dans votre dossier, ou là où vous en êtes, les points où vous vous dites c'est peut-être ça qui va pêcher ou manquer, ou comment. Et du coup, moi, là, je suis là pour ça, pour essayer de vous aider à approfondir et peut-être vous donner des solutions pour convaincre le banquier ou trouver les arguments par rapport à tel ou tel aspect de votre projet. Vous vous dites, ah, c'est peut-être ça qui va m'empêcher, rendre plus difficile le financement. Donc, on fera ça après. Je vais juste vous présenter en 5 minutes ce qu'on finance à la nef. Donc, voilà, c'est très simple, hein, ce n'est pas des produits très compliqués. C'est du prêt. Et alors, ce qui est intéressant, c'est avec le prêt à la nef, c'est que on finance du matériel, des immobilisations corporelles et incorporelles, comme le font toutes les banques, qui financent beaucoup des choses, voilà, que ça soit du matériel ou des travaux. Mais on peut financer aussi la trésorerie, et c'est surtout souvent sur les créations, on vient en complément d'autres structures qui vont faire du fonds propre, et nous, on va ajouter un ticket de 10 000, de 100 000 euros, ça c'est sur la création, en trésorerie pour financer des postes ou autres, etc. On a même une catégorie, après ça c'est pour les sociétés, les structures qui existent déjà, les sociétés qui existent depuis 3 ans, on peut faire des prêts jusqu'à 250 000 euros uniquement en trésorerie, voilà, avec une possibilité de différer d'amortissement allant jusqu'à 2 ans. Donc ça c'est très original, les autres banques font rarement ce type de choses, elles demandent de justifier les investissements. Voilà. Après, on fait des relais de TVA, relais de subvention. Donc, relais de subvention, c'est vous avez signé un accord de subvention, mais en fait, ils ne vont pas vous les verser avant 6 mois. Nous, on vous verse les fonds et après, on les récupère après la subvention. Le relais de TVA, c'est quand vous faites des investissements. Ce n'est pas du relais de TVA sur votre fonctionnement classique, hein, sur votre fonds de roulement. C'est plutôt du relais de TVA si vous faites des investissements et que, pareil, vous faites des investissements importants, on vous finance la partie hors taxe de l'investissement, plus la partie TVA, et on récupère la partie TVA via un relais. Voilà. Et puis après, effectivement, on fait du financement participatif, voilà, avec Zest, qui est donc, en fait, c'est du don, quoi. Donc, c'est soit de la collecte du don, récupérer, voilà, auprès de votre communauté, de votre famille, de vos amis, ou même, voilà, après de se faire, si vous faites une belle campagne, voilà, elle peut être diffusée ou relayée, etc. Et après, il y a aussi possibilité, bien sûr, de faire du don avec contrepartie, c'est-à-dire effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir des précommandes sur vos produits, si vous faites de la vente de produits. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que c'était clair. Et voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions ou me présenter votre projet. Et je vais enlever le partage d'écran. Voilà. Ah, super. 2 participants ont levé la main. 3, ok. Johanna, je te laisse désigner qui veut. Il me semble que le premier, c'était Jonathan, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est le premier que j'ai vu. Alors, de mon côté, j'avais une question sur les taux pratiqués aujourd'hui, enfin, au moins un ordre d'idée, parce que je sais que d'un projet à un autre, ça peut changer, mais c'est pour avoir une idée de ce que ça peut donner en termes de taux chez vous actuellement. Carrément. Donc, effectivement, comme tu dis, ça change d'un projet à un autre parce que dans le taux, il y a le coût du risque. Donc, c'est aussi la façon dont on appréhende le projet. Les taux sont plus élevés sur les créations, par exemple, que sur une société en développement, parce qu'on considère qu'il y a plus de risques. Et effectivement, à la nef, nos taux sont plus élevés pour la simple raison qu'on n'emprunte pas sur les marchés interbancaires. En ce moment, l'argent, en fait, les autres banques vous prêtent de l'argent qu'ils ont emprunté eux-mêmes, ils l'ont obtenu en empruntant un taux négatif. Donc, derrière, effectivement, ils peuvent vous faire des taux incroyables. Et nous, on est en général à 1% à peu près au-dessus du marché actuel. Mais bon, moi honnêtement, j'ai pas de difficulté trop à placer mes propositions parce qu'on propose autre chose, quoi. Il y a la partie trésorerie, il y a le fait que le dialogue avec la nef peut être plus souple qu'avec d'autres banques en cas de difficulté. Et il y a aussi la garantie FEUSS qui est très souple. On travaille beaucoup avec le fonds d'investissement européen et donc on a une garantie qui est gratuite, là où les autres, des fois, la garantie est payante. Et on demande très rarement des cautions. Donc c'est aussi tout ça qui se reflète dans le taux.
mais effectivement, si vous cherchez le financement moins cher, ce sera pas. Non, mais du coup, en termes d'ordre de grandeur, je sais pas, aujourd'hui, sur 5 ans ou 7 ans, c'est quoi votre ordre de grandeur en général? Sur 5 ans, c'est entre, ça dépend si c'est de la trésorerie ou pas, mais en gros, c'est entre 2 et 3,50. Les 3,50, ok. 3,50, c'est quand c'est full trésorerie, et encore, ça peut être moins. Non, mais c'est intéressant d'avoir déjà moins d'ordre de grandeur, quoi. Ouais, et surtout quand c'est de la trésorerie, vous pouvez le mettre en perspective avec les taux des fonds d'investissement. Enfin, en fait, si vous avez un fonds qui prend des titres chez vous ou des prêts participatifs, le taux est en fait plus élevé que ça. Quand c'est de la trésorerie, le taux est toujours plus élevé, quoi. Ok. Ouais. Il me semble qu'après, c'était Christian, mais j'ai un petit doute. Du coup, je voudrais pas… Oui, j'ai déjà posé plein de questions. Peut-être on va laisser les jeux dames. Vas-y. Eh ben, allez-y. Non, je t'en prie, Christian, vas-y, il n'y a pas de souci, c'est bien toi qui avais levé la main. Moi, j'avais plusieurs questions. Donc, tu as parlé de garantie. Quand même pas mal de banquiers, quand tu demandes un prêt en tant qu'entreprise, demandent des garanties personnelles des actionnaires, fondateurs, dirigeants, et j'en passe. Quid de la nef? Ouais, on essaye au maximum de ne pas en demander. Donc, franchement, j'ai pas les chiffres, mais bon, moi, je montre très rarement des dossiers où je prends une caution personnelle parce qu'en général, on a, si on travaille avec la garantie France Active qui demande, de toute façon, on ne peut pas prendre de caution avec cette garantie, mais aussi beaucoup donc, avec le Fonds d'investissement européen et il nous garantit déjà à 60% le prêt. Donc, derrière, on va pas en plus. Ça, c'est quelque chose. Moi, je suis un entrepreneur à répétition, donc effectivement, j'ai eu souvent cette situation où le banquier demande de garantie, puis bon. Ouais. Par définition, par principe, je n'étais pas prêt à en donner parce que je trouve qu'effectivement, ça expose beaucoup la personne derrière. Et donc, effectivement, c'est bon de savoir que vous êtes… Ça peut arriver sur des projets très risqués, c'est-à-dire s'il y avait des prévisionnels déficitaires, ce genre de choses, peu de visibilité, mais on y croit quand même. On peut demander un pourcentage du prêt en caution. Ce ne sera jamais 100%, ça c'est sûr. Okay. Alors là, tu as surtout parlé de prêts de trésorerie, donc ça, c'est des prêts qui sont relativement court terme. Quid de prêts pour des investissements? Alors, je pense à deux types d'investissements. D'une part, le développement de produits, par exemple, des développements où derrière, on a une prévision de chiffre d'affaires. Et deuxième, des investissements du genre, par exemple, moi, j'ai par ailleurs un projet social où il y a éventuellement l'investissement immobilier. Sur ce genre d'opération, vous intervenez ou pas du tout? Oui, c'est vrai, je ne vous en ai pas parlé. Oui, complètement. On finance de l'immobilier professionnel. D'accord. Voilà. Donc, parce que ça peut être un élément intéressant si jamais, par exemple, on essaie de proposer un projet à une mairie moi, j'avais un projet de bioconvivialité et de co-living et de co-working. Donc, effectivement, là, je présume par contre, donc du coup, comme ce sont des montants plutôt importants, ça va être des dossiers qui sont un peu plus complexes à monter, quoi. Ouais, pas forcément plus complexe, mais oui, au niveau administratif. Après, ça dépend. Ouais, les tiers-lieux, on en finance pas mal. Donc, effectivement, il y a plusieurs formats. Il y a aussi bien, alors c'est pas forcément du tiers-lieu, mais effectivement, des associations ou autres qui veulent acquérir leurs locaux. Donc là, c'est vraiment investissement pré-immobilier classique avec une hypothèque derrière. Voilà, ça peut être sur 20 ans. On peut même faire du différé de un an, quoi. Et ensuite, nous, ce qu'on finance beaucoup, c'est des travaux et du matériel sur des tiers-lieux, où là, effectivement, c'est des plans de financement à plusieurs millions d'euros. Et nous, on intervient en général sur du prêt, on n'intervient pas plus d'1 million d'euros, sauf sur les énergies renouvelables. Et donc, du coup, on va, là, pareil, on peut faire… en général, c'est des structures, sur les tiers-lieux, c'est souvent ça, ils ne sont pas propriétaires, mais ils ont des AOT et vous louez auprès de la SNCF ou de la ville ou autre pour des durées très longues, 20 à 30 ans. Nous, on va financer des travaux, du matériel, tout ça sur cette durée-là. Et des fois, on peut même aller jusqu'à 2 ans sur le différé parce que ça se justifie par le fait qu'il y a 2 ans de travaux, quoi. D'accord. Voilà. Et sur des opérations, donc là, tu dis, vous faites des opérations limitées à 1 million d'euros, sauf pour les énergies renouvelables. Du coup, pour des opérations plus grandes, ça vous arrive de faire du consortium bancaire ou C'est ça. Après, bien sûr, on est tout à fait ouvert à faire du cofinancement, même sur des montants inférieurs. Avec notre banque, on en fait tout le temps.
Donc, mais Donc, dans le financement, en original, il y a deux types d'acteurs. Il y a on va dire le chef de file qui fait le montage et qui va aller chercher les autres. Et puis, il y a celui qui va dire, OK, bah, moi, je suis prêt à participer. Est-ce que ça vous arrive de faire, sur les opérations où vous trouvez intéressant, de prendre le lead? c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. J'avoue que nous, on fait beaucoup de cofinancement où simplement on se partage le prêt, quoi. Et du coup, il n'y a pas de syndication du prêt. Mais après, effectivement, je sais qu'on est dans des syndications où on est plusieurs et il y en a un qui prend le lead. Et ça, à la limite, je viens que tu me donnes ton mail et je te répondrai par la suite. Parce que là, comme ça ne m'évoque pas, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Ouais, comme en plus, je n'ai pas pu voir tes slides, effectivement, si tu m'envoies bon, moi, je vais mettre mon mail dans la Oui, description. voilà, et je te répondrai, je vais me renseigner. Mais Et je suis après, pas comme ça, sûre tu pourras m'envoyer. sur la syndication, je pense que participe. Bon, si, remarque, après, je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer. D'accord, non, c'est bon. Ok, très bien. De toute façon, comme ça, j'aurai en plus tes informations et tes contacts. C'est parfait. Ok, super. Ok. Je me permets d'intervenir par rapport à cette dernière question, si vous voulez bien, parce que c'est aussi une question que j'avais à poser justement par rapport à l'expérience de personnes que je connais qui avaient fait plusieurs demandes entre les subventions, des prêts, etc. Et c'est souvent les banques se renvoyaient un peu la balle en disant on attend qu'un tel soit d'accord pour accepter de notre côté. Et quelquefois, ça peut prendre, enfin en l'occurrence, là, la personne, ça lui a pris plus d'1 an avant d'avoir son financement, ce qui peut parfois être contrariant, voire même pire. Et donc justement, du coup, je suis preneuse aussi de cette information et peut-être d'un conseil par rapport à ça, si vous en avez. Ouais. Oui, ça m'évoque quelque chose. Je vois bien effectivement le dilemme. Alors, effectivement, donc, quand il y a plusieurs intervenants, il y a ceux qui sont un peu en fonds propres. Quand je dis un peu, alors je sais pas, là, je pense à un gros projet immobilier, justement, tiers-lieu. On va avoir la Caisse des dépôts qui prend une grande partie du projet. Et là, c'est vrai que moi, en tant que… Donc, on monte tous le dossier en même temps. Mais c'est vrai que l'idée, en fait, c'est ça. C'est déjà d'encourager les banquiers à s'appeler et à se contacter entre eux. Pour s'échanger les propositions commerciales, voir ce que l'autre propose. Ça permet au moins, parce que quand on est banquier, c'est ça, on ne veut pas perdre de temps à monter un dossier où finalement on s'aperçoit que aucun autre partenaire n'est intéressé. Et donc c'est vrai que les gens peuvent se renvoyer la balle. Donc il faut déjà encourager les banquiers à prendre contact. Ça peut être super dès le début d'organiser maintenant en plus avec tout le monde est en visio depuis 2 ans, donc il n'y a plus besoin de se déplacer. Donc ça peut être super d'organiser une visio avec tout le monde. Et déjà, moi, en tant que banquier, je me dis, OK, quand il y a ces 5 interlocuteurs, ils sont partants, donc moi, je vais me mettre sur le dossier. Après, ce qui est vrai, c'est que s'il y a du prêt d'honneur, enfin des fonds propres, quoi, lever du prêt d'honneur, du crowdfunding, via l'ITA, par exemple, vous savez, c'est une plateforme de crowdfunding solidaire. Maintenant, il y a Make Sense aussi qui fait je sais plus, du prêt d'amorçage, tout ça. Je vais me dire en tant que banque que moi j'ai besoin, vous savez, de ce ratio des 30%. Je vais me dire, j'aimerais déjà qu'eux, ils aient présenté le dossier à leur comité avant de présenter moi. Donc les premiers à presser, entre guillemets, c'est plutôt tous ceux qui sont dans les fonds propres, puisque les banques interviennent derrière. Après, c'est quand même l'idée, c'est aussi de prendre ses responsabilités. Enfin, moi, c'est vrai que si le dossier me semble très solide et que j'ai eu les autres partenaires au téléphone et qu'ils ont l'air motivés, je vais monter le dossier et le présenter en comité, quoi. Donc, c'est ça qui prend du temps. Et il y a autre chose, et c'est là que ça prend… Moi, j'ai le cas d'un dossier comme ça, c'est que parfois, vous avez plusieurs partenaires et ils vous disent, c'est bon, on a eu les accords en comité. Donc, vous vous dites, super, dans 1 mois, j'ai tout, quoi. Et en fait, derrière, ils n'ont pas demandé à l'organisme de garantie. Parce que nous, on travaille avec le FEUSS, donc c'est automatique. C'est-à-dire que si c'est validé chez nous, c'est validé chez eux. Mais il y a pas mal de banques qui travaillent avec la BPI ou qui vont avoir, surtout sur des montages complexes immobiliers, qui vont avoir, je ne vais pas citer de nom parce que, mais des gros partenaires en garantie. Et en fait, des fois, ces partenaires, ils n'ont même pas ils n'ont pas encore étudié les dossiers. Donc, quand vous avez un gros montage, c'est hyper important quand le banquier vous dit c'est validé chez nous, de vous dire est-ce que c'est bien validé dans l'organisme de garantie, parce que sinon, en fait, l'accord il n'est pas réel puisqu'il faut encore la garantie derrière, quoi. Et le dernier point, c'est le déblocage. Et ça, vous, à la nef, ça peut vous arriver comme d'autres d'avoir des clients qui sont impatients qu'on décaisse et on ne décaisse pas. Parce qu'en fait, on a besoin
des accords, pas forcément du décaissement, mais au moins des accords, d'un document, une notification d'accord de tous les autres partenaires avec le montant. Au début, on nous présente un plan de financement avec différents financeurs et des montants en face. Et nous, on a vraiment besoin d'un courrier qui notifie que le comité a bien validé l'accord pour tel montant pour pouvoir décaisser. Et c'est des fois ça qui traîne. Moi, ça m'arrive souvent, effectivement, d'avoir des dossiers qui mettent plusieurs mois à se décaisser parce qu'en fait, nous, on a donné notre accord, mais les autres, pas encore, quoi. Donc, voilà. Mais je pense qu'organiser des visios, ça peut bien marcher. Tout à fait, je te remercie. Et du coup, est-ce que je peux profiter pour poser mes 2 autres questions qui étaient alors dans un projet qui serait 100% numérique, est-ce que c'est quelque chose que la nef financerait? Oui, enfin, je sais pas, là dans mon slide, il y avait Graps par exemple, c'est une appli qui. Vous voyez, Too Good To Go, c'est plus connu. Too Good To Go, c'est une appli Oui. qui, en gros, qui récupère. Que ce soit Graps ou Too Good To Go, l'idée c'est que c'est des magasins, des primeurs qui disent voilà, moi j'ai des invendus. Ouais. Et nous, avec notre appli, on peut aller acheter les invendus. Donc ça me semble être un peu. Enfin voilà, ça c'est du numérique, c'est de la tech for good, on les avait financés. Donc oui, enfin, qu'est-ce que tu entends par numérique? En fait, moi, mon projet, c'est une plateforme. Dit autrement, ça pourrait ressembler à un tiers-lieu virtuel, on va dire. Et donc, qui va rassembler des personnes autour de témoignages familiaux, de récits de famille et de recherche sur ces quêtes, de recherche et de quêtes sur ses origines. Et donc, tout se ferait en virtuel, puisque ma cible, ce sont des personnes qui ont des cultures multiples, issues de l'immigration ou autre. D'accord. Et voilà, donc du coup, tout serait en virtuel. Et voilà, je me demandais si ce genre de projet pouvait être éligible par rapport à la nef, en fait. Eh ben, c'est un projet qui est tout à fait éligible, mais c'est une question de timing, c'est-à-dire que je ne sais pas où tu en es du projet, mais c'est vrai que nous, il va falloir avoir déjà une communauté et des utilisateurs pour qu'on puisse financer. Mais si tu as déjà une communauté des utilisateurs et un peu de chiffre d'affaires, c'est possible. Et puis des fonds propres derrière, voilà, les 30%. C'est ça D'accord. le principe. Et il y a un nombre justement, il y a un nombre standard dans la communauté pour justifier. Pas forcément, en fait, parce que l'idée, c'est de voir ton business model. S'il y a 10 personnes, mais que tout le monde met 1 million, c'est pas du tout mon business model, mais Ça serait si chouette. 10 suffisent, peut-être que ton projet, il peut déjà tenir avec 500 personnes. Tout dépend. Voilà, je sais pas si c'est un abonnement, un peu comme tous les mois, 10 €, un peu comme Netflix, et puis qu'ils sont 500, ça suffit pas à faire. D'accord. Et puis la croissance, j'imagine, Ouais. comme dans le marketing, la croissance d'un mois à l'autre de la communauté, j'imagine, C'est ça. qui montre le potentiel marché, quoi. D'accord, ok, très bien. D'accord, parfait. Je te remercie beaucoup. Il me semble qu'il restait Numi Consult. Je suis désolée, comme il n'y a pas ton prénom. J'ai vu que tu ouvrais ton micro, donc c'est Ah ouais. Ah, pardon, oui, c'est Martine, excuse-moi. C'est vrai qu'Adrienne me connaît, mais toi, tu ne me connais pas. Je suis désolée. Oui, c'est Martine. En fait, j'ai un projet de plateforme collaborative dans le domaine de la consultation en numérique. Donc, entre guillemets, le Doctolib du numérique, celui qui aide les personnes qui rencontrent des galères avec le numérique, mais qui sont déjà familiarisées avec le numérique. Hein. Je ne m'adresse pas aux personnes qui sont éloignées du numérique, mais plutôt celles qui sont dedans et qui rencontrent des problèmes. Et donc, je les mets en relation avec des personnes qui souhaitent aider ou des professionnels dont c'est le métier, de les aider à se débrouiller à travers des consultations à distance. Et donc, je me demandais si ce type d'activité pouvait être éligible à la nef. Comme ça, faut voir. Enfin, après, ça m'a l'air d'être une super activité très utile. Enfin, je vois l'utilité. Enfin, je me dis effectivement, on a souvent des problèmes informatiques et etc. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une dimension un peu plus sociale. Enfin, c'est déjà une dimension sociale, mais
Si on a, en fait, nous, quand on reçoit énormément on reçoit beaucoup de dossiers, on n'a pas forcément assez pour les traiter. Des fois, on va un peu être regardant sur plus regardant sur l'éligibilité et se dire, ouais, il faudrait qu'il y ait, ouais, alors là, comme ça, je ne pourrais pas imaginer. En fait, il faudrait qu'il y ait une dimension sociale. Alors, soit, je ne sais pas, insertion des personnes. Soit qu'il y ait une partie qui soit gratuite et ça permet d'aider. Il y en a certains qui c'est payant et puis une autre partie c'est gratuit, puis ça permet d'aider des personnes précaires à avoir accès au numérique. Je des idées comme ça. Soit, ça, c'est ce qui est prévu, mais pas immédiatement en fait. Parce que immédiatement, je veux asseoir un certain chiffre d'affaires. Et donc, la partie gratuite bénévolat, ce sera dans les quelques années qui viennent. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il faudrait voir tout le projet, en discuter, mais pas forcément, il me semble pas que ce soit forcément effectivement un projet prioritaire pour nous. Ouais, Ça pourrait être aussi insérer des gens pendant 3 mois, enfin, vous voyez que ce soit quelque chose comme une sorte d'entreprise d'insertion où pendant 3 mois vous formez des jeunes, voilà, justement à pouvoir conseiller en informatique et tout ça et en numérique, et ensuite ils viennent conseiller. Enfin, voilà. Il y a plein d'options, mais c'est vrai que sinon je suis pas sûre que ce soit complètement. Je comprends. Ok, merci. Il n'y a plus de questions. On est pile poil dans les timings. Ah, Jonathan, pardon. On va sortir un peu du coup. Juste une petite question complémentaire. Au début, quand on fait nos plans de financement, généralement, on a nos prévisionnels, etc. On indique une partie prêt qu'on prévoit. Après, on peut, selon la banque, justement, on peut avoir plus ou moins. C'est parfois le mini qu'on pourrait, qu'il nous faut. Après, si on a besoin si on peut mettre moins d'apport personnel, parfois c'est quand même bien aussi. Surtout, ça dépend des taux et de ce que peut faire aussi les établissements financiers qu'il y a en face de nous. Dans un premier temps, on vient vers la banque avec ces sujets justement de prêt sur un montant. Après, ça se réajuste avec le conseiller qu'on aura en face de nous et il n'y a pas de sujet là-dessus. Ou vaut mieux quand même dès le début montrer les bons chiffres, essayer d'aller plus haut directement dans le plan de financement. Je dirais que c'est un échange, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un échange. Après, je me dis pas forcément. En fait, ça dépend du projet, mais c'est vrai que pas forcément gonfler L'idée, c'est qu'il faut que ça respecte ce ratio-là entre 20 et 30%, quoi, de fonds propres. Ouais, C'est un échange, tout dépend du projet. Et puis après, ouais, j'ai l'impression qu'il faut quand même, si c'est plutôt matériel travaux, il faut rajouter 10% au cas où il y a des imprévus, mais je pense pas qu'il faut demander plus pour avoir moins. Après, ce qui peut être une astuce, mais c'est un peu diabolique. Mais non, mais c'est que si vous demandez plus, il faut que ce soit cohérent, parce que si c'est vraiment un projet émergent et que vous demandez 200 000 €, on ne va pas vous prendre forcément au sérieux. Et sinon, ça peut valoir le coup de demander plus, juste pour un peu intéresser le banquier, et finalement dire oh, c'est un cofinancement, ou demander moins après, quoi. Mais il faut que ce soit cohérent. Disons que le seul intérêt que je verrais à demander plus, ce serait ouais, pour que le financier se dise ah, c'est un gros financement et qu'il regarde plus vite votre dossier. Enfin, je parle des banques en général. Ouais, après, moi, je ne serais pas sur un très gros non plus. Je suis sur un commerce, donc c'est un peu différent. Il y a plus d'investissement physique, mais c'est juste qu'il y a une partie que je peux apporter moi en concourant d'associé ou faire financer par un établissement bancaire. Et c'est vrai que j'ai peut-être intérêt à garder plus d'argent à titre perso pour me donner de la souplesse à l'avenir aussi sur le projet si jamais il y a quelque chose qu'on veut développer ou autre. Et c'est un vrai sujet à aborder, je pense, dès le départ parce que c'est plus facile d'avoir un investissement, je trouve, au départ, en tout cas dans un premier temps, et soi-même se garder de la souplesse pour ses investissements, son développement ou autre, plutôt que l'inverse. Je pense qu'il y a quand même cet aspect-là à bien appréhender au départ avec sa banque, quoi. Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est une discussion. Mais l'idée, c'est d'avoir effectivement, si vous avez plus que 30%, vous n'êtes pas forcément obligé de les mettre dans l'affaire. C'est une discussion de banquier. Et après, il faut voir avec les prévisionnels, suivant le montant, si vous avez la capacité avec le prévisionnel de compte de résultat et de CAF, pouvoir rembourser le montant, en fait. Oui, bien sûr. L'idée, c'est que si vous limitez votre apport, mais derrière, le prêt il est énorme et on sent que les annuités, vous ne pourrez pas les rembourser avec les prévis. Voilà, c'est un ajustement. Mais effectivement, c'est une discussion en tout cas.
on va pas, je pense pas qu'un banquier va vous fermer la porte parce qu'il pense qu'il manque 30 000 euros dans un sens ou dans un autre. Ok, Voilà. très bien, merci. J'ai une petite dernière question, si vous permettez. Je voulais savoir si par rapport à la nef, le statut de l'entreprise ou de la future entreprise avait une incidence sur sur le dossier. Non. Enfin, en tout cas, effectivement, on finance tout type de structure, que ce soit EI, coopérative, SAS, SARL. Ouais, Enfin, je pense à ça. ouais. Non, il n'y a pas de. Juste avec les EI, et ça, c'est voilà, les entreprises individuelles, on n'a pas accès à toutes les garanties type BPI, FEIESS, là, dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Donc, des fois, c'est pas. Moi, je pense à des agriculteurs, je pense pas que ce soit votre cas, mais des gens qui font des maraîchers qui sont en EI. Et des fois, c'est pas évident de trouver une garantie derrière. Mais on en trouve par France Active notamment. Mais voilà, ce serait juste sur ça où je me dis que ça bloque. Et puis après, on aime bien les coopératives et tout ça parce qu'il y a plein de parties prenantes dans le capital. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question aussi. C'était au final, qu'est-ce qui fait que le dossier est bon, soit pour vous ou pour un autre? Alors, vous regardez aussi l'aspect impact que d'autres banquiers s'en fichent potentiellement. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui va réellement vous rassurer sur le fait qu'on va avoir la capacité à rembourser? Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui va le mieux sur notre dossier, quoi? C'est vraiment vous, en fait. C'est beaucoup l'expérience que vous avez déjà eue auparavant. On va quand même se baser pas mal sur de l'antérieur, quoi. Donc, soit si vous êtes en reconversion, quelle carrière vous aviez avant. Et puis, si vous êtes, ce que je disais un peu tout à l'heure, on va vraiment regarder votre expérience. On va regarder si vous avez une vision, si vous avez l'air en entretien, on va vous poser beaucoup de questions sur les chiffres, etc. Donc, il y a beaucoup de ça, voir si vous connaissez votre dossier bancaire sur le bout des doigts, tous les chiffres sur le bout des doigts, etc. Moi, sur des dossiers un peu bancaux, c'est un peu ça qui se passe, c'est que en fait, les différents les questions là sur les partenariats, etc. En fait, je les pose et en général, c'est là que la personne me sort. C'est un peu ça, quoi. Elle me sort le strike de réponse. C'est-à-dire, des fois, je pars avec un porteur de projet, je lui pose des questions et je me dis, je sais pas. Et en fait, je m'aperçois que oui, il a contacté tout le monde, il a un super réseau, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, qu'il a fait plein de démarches, que oui, il a déjà fait des stages qu'il connaît, qu'il a déjà vendu. C'est vraiment l'expérience, c'est vous, votre personnalité, votre précision dans la présentation du projet qui fait la différence. Après, oui, comme on l'a dit, quand même un peu l'apport, le fait qu'il y ait, ça, toutes les banques vont regarder ça. Et ouais, d'être assuré sur le chiffre d'affaires, quoi. Je pense que c'est. Est-ce que ça Voilà. Non, Jackie a la main levée, à moins que ça soit une erreur. Non, j'avais moi juste une question concernant notamment l'accompagnement. Est-ce qu'il existe des structures qui permettent d'accompagner les porteurs de projets sur la mise en place d'un prévisionnel ou tout simplement sur les modes de plan de financement qui permet de checker chaque étape pour voir effectivement si cela tient la route et d'éviter que le dossier soit recalé parce que les informations ne sont pas, concrètes ou autres détails, quoi. Ouais, complètement. Effectivement, vous pouvez prendre rendez-vous effectivement avec un conseiller BGE. D'accord. Ça appartient à la Chambre du commerce. Et c'est déjà un début. Eux, ils vont vous aider à monter le dossier, effectivement, à présenter tous les chiffres. Et après, il y a des structures, donc ça vous permet déjà d'avoir des premiers chiffres, etc., d'avoir quelque chose de concret à présenter. Des fois, ça suffit sur un petit projet, il n'y a pas besoin de creuser plus. Et sinon, c'est hyper, vous pouvez, en fait, il y a les structures qui font du prêt d'honneur, donc France Active et Réseau Entreprendre. Et donc, eux, c'est sélectif, mais effectivement, il faut déjà leur présenter des prévisionnels d'activité. Mais là, il y a vraiment des chargés de mission qui vont travailler avec vous sur plusieurs rendez-vous pour vous aider à affiner, vous poser toutes les questions pour que tout soit prêt, quoi, et vous aider à monter le dossier en vue de leur comité, qui sont donc des comités pour avoir un prêt d'honneur. Donc, c'est du fonds propre parce qu'ils vous prêtent directement à vous.
Et donc, Réseau Entreprendre, c'est du prêt d'honneur. Et puis derrière, il y a des entrepreneurs, vous êtes accompagné pendant 3 ans, les autres entrepreneurs du réseau, etc. C'est une super bonne école. Et derrière, ou sinon, France Active, vous avez aussi de l'accompagnement. Il y a le DLA, mais aussi le réseau d'entrepreneurs. Et eux, ils ne font pas que de la garantie, que du prêt d'honneur. Ils font aussi de la garantie. Donc, ils peuvent garantir votre prêt bancaire. Et en tout cas, eux, ils vous accompagnent très solidement pour monter le dossier. Mais il faut déjà avoir des premiers chiffres faits avec la BGE, quoi. Très bien, merci. Moi, je suis accompagné par le CCI aussi. Ouais. Les CCI sur les endroits, ils peuvent être plus ou moins accompagnants, et notamment la CCI, là où moi je suis en tout cas, ils accompagnent beaucoup sur la partie financement, où ils font des dossiers, où ils sont en rapport avec les banques aussi, et ça leur permet aussi d'avoir une vision complète sur les garanties et tout. C'est une bonne aide et un bon appui, je pense, à avoir pour l'entrepreneur. Il y a beaucoup à avoir. Merci. Trop cool. Un grand merci Anne pour cette belle présentation et pour tous les retours que tu as fait aux questions. Trop chouette. Je me permets, j'arrête juste l'enregistrement.